Bien, mais écoutez, désolé pour ce petit retard et ce petit contretemps. Donc, rebonjour, rebonjour Sébastien Laborde. Donc, tu es enseignant, tu es élu départemental et militant au Parti communiste et tu as des responsabilités, je dirais, au plan départemental puisque tu es le secrétaire de la fédération du PC en Gironde, mais tu es aussi membre de l'exécutif national du PCF et en charge justement des questions de l'enseignement. Donc, je te passe la parole pour que tu nous fasses partager un certain nombre de réflexions, d'autant plus d'actualité que hier ou avant-hier, il y a eu quelques évocations, je dirais, de soi-disant transformation de l'éducation nationale qui méritent d'être éventuellement discutées. Oui, mais bon, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour aborder les questions d'éducation et plus précisément la question du projet communiste pour l'école. Je commencerai par d'abord une réflexion sur la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce que l'école, telle que nous la connaissons, s'est construite au fil des décennies au travers d'un rapport de force entre le mouvement ouvrier, les intérêts qu'il défendait en matière d'éducation et le patronat qui défendait ses propres intérêts lui-même. Ces rapports de force ont été nourris euh, par le plan Langevin-Wallon, donc écrit et publié en 1947, qui en réalité nourrit le débat des militants d'une école pour tous depuis en fait le début des années 60. Ce rapport de force a débouché sur une massification progressive de l'éducation. D'abord l'enseignement secondaire, avec l'accès de toutes et tous au lycée, la création du collège unique dans les années 70, l'ouverture à l'enseignement supérieur pour tous les bacheliers au début des années 80, et à chaque fois avec une remise en question de la part des forces du capital et de ses alliés politiques pour réduire l'accès de chacune et de chacun à des études longues et la réussite de toutes et tous. Cela étant, durant des décennies, ce rapport de force a été plutôt favorable puisqu'il a permis l'inscription dans le paysage public de la volonté de 80% d'une génération atteignant le bac et donc ayant accès à l'enseignement supérieur. Le patronat s'est satisfait pendant très longtemps de cette élévation du niveau de connaissance et de cette massification, puisque lui-même avait besoin de former des salariés, des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs en masse pour nourrir l'appareil productif et lui permettre de le faire fonctionner dans une compétition qui se mondialisait de plus en plus au fil des décennies. Depuis une vingtaine d'années, on observe malgré tout une baisse de la dépense publique en matière d'éducation de la part des différents gouvernements qui se sont succédés depuis en gros 2002. Baisse de la dépense publique, comment la mesure-t-on? En PIB, c'est flagrant, on était à 7,5% environ du PIB en 2001-2002. On est aujourd'hui à un peu moins de 6,5%. Et si on prend la dépense d'éducation par élève, on observe également une baisse. Cette baisse de la dépense publique, elle s'inscrit dans euh, un consensus libéral qui visait la baisse de la dépense publique de manière globale, mais qui plus profondément aboutit aussi à la création et l'ouverture de nouveaux marchés pour le capitalisme en crise. La réduction du nombre d'heures de classe est une réalité pour les élèves français depuis 2008, puisqu'ils ont d'abord perdu 2 heures dans l'enseignement primaire, puis une troisième heure au milieu des années, vers les années 2015, 2014-2015, passant de 27 heures hebdomadaires à 24. Ils ont perdu des heures de classe au collège, des heures de classe en lycée, et les élèves de lycée professionnel qui avaient 4 ans pour l'obtention d'un bac professionnel sont passés de 4 ans à 3 ans. Et cette baisse du volume horaire des enseignements proposés à chaque élève s'est accompagnée de l'ouverture d'un marché
celui de la réussite scolaire, avec la création et l'émergence d'officines d'aide aux devoirs, d'aide à l'orientation et au développement également de l'enseignement privé qui aujourd'hui n'accueille plus tout à fait les mêmes populations qu'il y a encore une dizaine d'années, en accueillant aussi des catégories issues de ce qu'on appelle les classes moyennes, de gens de gauche, c'est-à-dire que pendant des décennies, l'enseignement privé a plutôt accueilli des gens qui mettaient leurs enfants dans l'enseignement privé pour des raisons confessionnelles, pour des raisons de concentration communautaire, etc. Aujourd'hui, cet accès à l'enseignement privé, c'est beaucoup plus largement répandu. On constate aussi une accélération de ces transformations de l'école, puisque depuis 2020 et les années Covid, et notamment la période Blanquer, on assiste à une casse de l'école telle que nous la connaissons, une instauration d'une école à plusieurs vitesses. D'abord, l'instauration d'une école à minima, gratuite, mais pour les élèves issus des catégories les plus pauvres. Une école pour les élites, c'est-à-dire ceux qui réussissent le mieux, qui réussissent au sein de l'école publique, mais qui ont aussi également besoin d'accompagnement de nature marchande, hein, pour suivre la formation de leur choix dans l'enseignement supérieur. Les récentes annonces de Gabriel Attal démontrent, s'il en était besoin, la volonté des, de la finance et de ses alliés politiques de transformer profondément l'école pour en faire une école au service de la crise du capital aujourd'hui, en formant d'un côté de futurs salariés très bien formés, des ingénieurs qui permettront de relever le défi de la concurrence à l'échelle mondiale, et puis tout un ensemble de salariés peu formés, malléables et corvéables à merci. Euh, on assiste à ces transformations avec aujourd'hui un peu de circonspection de la part de, de, de la communauté éducative et des mouvements syndicaux qui aujourd'hui sont plutôt réduits à la défense d'intérêts davantage ou de droit que à l'émergence d'une école nouvelle, une école euh, transformée, émancipatrice, qui permette de relever à la société, de relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. C'est pourquoi il nous semble important d'ouvrir une nouvelle phase dans la lutte pour une école de l'égalité avec une double ambition, mais qui rejoint effectivement l'ambition d'une transformation profonde de la société, l'élévation du niveau de connaissance de toute une classe d'âge pour relever les défis qui sont les nôtres aujourd'hui. On a besoin d'élever le niveau de connaissance, de permettre le développement des savoirs libérés des contraintes du marché, pour relever les défis sociaux, environnementaux, climatiques, celui d'une nouvelle industrialisation, celui de nouveaux modes de développement, celui également de nouveaux modes de consommation, celui de l'acquisition de droits nouveaux à l'intérieur de l'entreprise, le droit de décision, mais aussi le droit à la formation tout au long de la vie et notamment tout au long de la carrière pour saisir les avancées technologiques et les défis qui sont face à nous et en fait face à l'ensemble de l'humanité. Donc le projet communiste, il s'appuie sur un premier postulat, celui du besoin d'élever le niveau de connaissance d'une classe d'âge de manière exceptionnelle. Le deuxième postulat est celui que nous avons, mais qui est déjà inscrit dans le plan Langevin-Wallon et même dans le plan, le pré-plan Cognot, publié en 1943, qui euh, est, caractérise les prémices du plan Langevin-Wallon, c'est celui de l'éducabilité de toutes et tous. Et donc, nous partons du postulat qu'il est possible
de faire réussir tous les élèves, quel que soit leur milieu social, à l'intérieur de l'école de la République et d'élever le niveau de connaissance de chacune et chacun. Ça, c'est le deuxième euh, postulat. Et le troisième est celui de dire que pour transformer l'école, il y a besoin de faire de la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire le moteur des transformations qui doivent être à l'œuvre à l'intérieur de l'école publique, ce qui, bien évidemment, va à l'encontre notamment des annonces de Gabriel Attal hier. Je m'y arrête quelques instants, mais euh, favoriser le retour du redoublement, alors que toutes les études montrent que dans 99% des cas, non seulement le redoublement ne permet pas la réussite scolaire au moment où on fait redoubler un élève, mais plus profondément, il a des effets délétères sur la poursuite des études. Euh, Premier aspect, la création de groupes de niveau. Euh, il n'est pas juste de dire que les groupes de niveau ne permettent pas de la réussite euh, de tous les élèves, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça ne permet pas la réussite des élèves les plus en difficulté. Donc, il y a besoin de classes mixtes, de mixité sociale, mais aussi de mixité de niveau à l'intérieur d'une classe pour favoriser la réussite de tous, parce que les élèves qui réussissent le mieux ne réussissent pas mieux non plus dans des groupes de niveau où les meilleurs seraient ensemble et pourraient se stimuler et progresser. En fait, un certain nombre d'études, la recherche pédagogique et notamment en sciences de l'éducation, montrent que les élèves ne réussissent pas mieux. D'ailleurs, il est intéressant de voir que quand on regarde le fameux classement PISA, qui est publié tous les 2 ou 3 ans, je crois, qui a été publié justement hier aussi en même temps que les annonces de Gabriel Attal. Et si on rapporte les résultats de l'enseignement privé en les pondérant euh, avec des critères de mixité sociale, les élèves des classes les plus élevées qui sont dans l'enseignement privé réussissent moins bien que ceux des classes les plus élevées qui sont restés dans l'enseignement public. Donc la question de groupe de niveau ou de concentrer les meilleurs élèves ou les élèves qui ont les meilleures chances de réussite, plus exactement, dans les mêmes classes, ne permet pas l'élévation du niveau de connaissance, y compris de ceux qui réussissent le mieux. Euh, donc évidemment, notre projet communiste part d'abord des acquis importants des périodes précédentes. Il existe un fond d'analyse et des grandes lignes de changement à opérer dans le système éducatif qui sont disponibles. Elles ont besoin d'être actualisées à partir de réalités nouvelles. Euh, le baby boom de l'an 2000, qui va encore marquer pour une dizaine d'années le secondaire et le supérieur notamment, démontre l'état de délabrement de l'enseignement public et la reconfiguration de l'offre éducative après des années de contre-réforme néolibérale. Du fait de la crise du système éducatif actuel aussi, et ce qui est symptomatique de la crise du système éducatif que nous rencontrons aujourd'hui, c'est pas tellement la baisse des résultats des élèves, mais c'est la crise de vocation importante qui existe aujourd'hui avec des postes ouverts au concours de l'enseignement qui encore en juin dernier n'étaient pas pourvus et sont d'autant moins pourvus dans les académies où il y a des populations issues des catégories populaires, c'est-à-dire que ceux qui souffrent de la pénurie d'enseignants et de la crise de vocation sont les élèves de milieux populaires et notamment de territoires comme la région parisienne, les académies de Créteil et de Versailles notamment, qui souffrent énormément du manque de profs qui en rajoutent à la baisse du volume horaire des enseignements en classe, puisque ce sont les académies où le taux de remplacement est le plus faible. Et puis, il y a besoin de réactualiser le projet communiste pour l'école du fait des transformations justement que subit l'école depuis la période Blanquer avec la mise en œuvre d'une école à 3 vitesses, mais aussi la transformation profonde euh, du statut des enseignants avec la mise en œuvre du pacte en cette rentrée, ce que veut faire le gouvernement de la voie professionnelle et notamment du lycée pro en poussant les élèves de la voie professionnelle à l'apprentissage, c'est-à-dire
le renoncement complet à l'acquisition d'une culture commune de haut niveau pour tous les élèves, puisque quand les élèves vont se retrouver en apprentissage, les heures d'enseignement seront évidemment moindres, y compris ceux qui resteront dans le lycée pro auront beaucoup plus de périodes de stage et beaucoup moins d'heures d'enseignement. La dernière idée de la secrétaire d'État à l'enseignement professionnel prévoit 200 heures de moins en terminale pour les élèves de lycée pro d'enseignement généraux, français, maths, histoire géo, alors qu'on a besoin de construire une école émancipatrice qui permette à chacune et chacun de former son libre arbitre, de former sa liberté de conscience et d'être en capacité de faire des choix pour lui-même, mais aussi pour la société, en étant éclairé et en ayant acquis une culture commune de haut niveau et un niveau de connaissance très élevé. Euh, il existe aujourd'hui un projet pour l'école, l'école en commun, qui a été publié en 2017 par le Parti communiste. Ce projet s'appuie sur plusieurs révolutions. D'abord, une révolution idéologique avec l'affirmation du tous capable d'apprendre et de progresser au sein de l'éducation. Euh, une révolution démocratique avec la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire, qui est un enjeu démocratique et qu'il faut hisser à ce niveau d'ambition et de revendication. Une révolution politique avec l'élévation donc du niveau de connaissance et une école émancipatrice. Et puis une révolution sociale qui fait de l'éducation nationale, enfin, le moteur de la transformation de la société, de l'acquisition de droits nouveaux, des citoyens en tant que futurs salariés, mais aussi futurs consommateurs et acteurs de la vie publique et de l'environnement dans lequel ils vivent. Et puis enfin, une révolution militante, et qu'il nous semble qu'il y a besoin, comme l'a été le plan Langevin-Wallon, de mettre en débat un projet révolutionnaire qui nourrisse à la fois les luttes à l'intérieur de l'éducation nationale, mais qui nourrisse aussi les mouvements pédagogiques, qui nourrisse les mouvements d'éducation populaire et qui s'adresse y compris aux familles, aux associations de parents d'élèves, qui, avec les enseignants, avec l'ensemble de la communauté éducative, pourraient se rassembler et s'unir autour de revendications et d'aspirations profondes à l'amélioration du système scolaire pour toutes et tous. Nous avons décidé de remettre sur le métier ce projet dans les mois qui viennent en posant publiquement un certain nombre de questions qui se posent à l'ensemble de la communauté éducative et puis à toutes celles et ceux qui veulent évidemment la réussite de leurs enfants et l'élévation du niveau de connaissance et une école qui garantisse à tous les jeunes de notre pays la meilleure formation possible. Il y a évidemment des mesures d'urgence à prendre, exigence de revalorisation des métiers de l'éducation dans toutes ces dimensions, c'est-à-dire qu'il y a évidemment la revendication salariale avec une baisse importante du niveau de vie des enseignants, mais il y a aussi l'amélioration des conditions d'exercice, l'amélioration de la formation et puis peut-être le débat autour de l'émergence d'une question à laquelle nous devons répondre, à quoi ça sert un prof aujourd'hui, quel est le rôle des enseignants dans la société et notamment dans un projet transformateur. Donc nous posons publiquement plusieurs questions. Quel chantier ouvrir pour la transformation de l'école, pour une école émancipatrice? Nous avons porté pendant la campagne présidentielle l'idée de rallonger le temps scolaire, c'est-à-dire de rendre aux élèves de l'école publique les heures d'enseignement qui leur ont été volées depuis une quinzaine d'années, ce qui équivaut à, je le disais tout à l'heure, mais un peu plus d'une année scolaire en réalité qui n'existe plus, qu'avait à leur disposition les élèves de 2008 et que n'ont plus aujourd'hui les élèves de 2023. Cet allongement du temps scolaire, pourquoi faire et comment? On interroge aussi les pratiques pédagogiques, les pratiques éducatives, comment combattre les inégalités sociales de réussite scolaire avec là encore un questionnement sur les pratiques mais aussi sur les programmes, sur la question des conditions d'enseignement, sur la question du nombre d'élèves par classe,
sur la question aussi de la façon dont on répond aux besoins des élèves en difficulté. Il y a la question de la réunification de l'éducation nationale dans un service public. Comment nous en finissons avec la concurrence de l'enseignement privé par rapport à l'enseignement public. Pierre Ouzoulias a déposé un projet de loi qui propose de soumettre les subventions allouées à l'enseignement privé à des critères de mixité sociale, non pas pour permettre aux enfants de pauvres d'accéder à l'école privée, mais pour réduire effectivement ces subventions qui constituent 75% du budget des établissements d'enseignement privé, pour les reverser dans l'enseignement public et notamment aux établissements qui aujourd'hui sont le plus en difficulté, que ce soit sur le plan matériel, mais aussi sur le plan des publics face auxquels ils sont confrontés. Quel savoir enseigner pour l'élévation du niveau de connaissance? De quoi avons-nous besoin aujourd'hui pour former de futurs citoyens? Quelle formation des enseignants? On voit bien que le discours de Gabriel Attal, mais qui était aussi celui de Jean-Michel Blanquer, était celui d'énoncer une méthode pédagogique miracle, novatrice, qui résoudrait tous les problèmes de réussite scolaire en lieu et place de la nécessaire formation des enseignants qui doit être une formation riche et qui permette d'appréhender toute la complexité du métier d'enseignant, toute la complexité de la façon dont on mesure les besoins des élèves pour les aider à progresser, et ce dans tous les domaines. On voit bien qu'après la casse de la formation initiale des enseignants, il y a la volonté d'énoncer des méthodes pédagogiques novatrices. Avec un cap qui a à nouveau été franchi par Gabriel Attal hier, puisqu'il a dit qu'il y aurait un manuel unique en français et un manuel unique en mathématiques pour les élèves de réseau d'éducation prioritaire, c'est-à-dire pour les élèves issus de catégories les plus pauvres, pour qu'ils progressent dans l'enseignement des mathématiques et du français. C'est-à-dire qu'on a une école qui n'est plus à deux vitesses, mais qui devient une école à trois vitesses, avec pas tout à fait les mêmes savoirs et les mêmes enseignements enseignés à tous, et pas tout à fait la même liberté pédagogique pour les enseignants suivant l'établissement dans lequel ils sont, alors qu'on sait que la liberté pédagogique, le lien avec les mouvements pédagogiques, a été pendant des décennies le moteur du progrès en matière de prise en compte de la difficulté scolaire et de la résorption des inégalités sociales de réussite scolaire. Euh, Autre question, quelles conditions d'enseignement pour la réussite de tous? C'est la question du nombre d'élèves par classe, c'est la question de la nature et la taille des établissements scolaires dans lesquels les élèves ont, mais c'est aussi la question du temps qui est donné aux enseignants pour préparer la classe, des outils qui sont mis à leur disposition, du temps de concertation nécessaire qui doit être donné aux enseignants pour travailler les problématiques auxquelles ils sont confrontés. On parle beaucoup d'inclusion scolaire. Nous portons l'idée de répondre aux besoins et donc de mettre les moyens pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, avec la question de l'inclusion qui doit être posée, mais celle aussi de la formation et la titularisation des assistants d'éducation, et notamment ceux qui viennent en aide, qui sont en soutien des élèves les plus en difficulté. Quel rôle de l'enseignement professionnel et agricole? Faut-il un enseignement professionnel qui réponde aux besoins immédiats du patronat, à la fois en matière de main-d'œuvre ou en matière de formation, ou est-ce qu'on on rebâtit un enseignement professionnel et agricole qui permette au monde du travail de relever les défis sociaux et environnementaux qui sont face à nous, ce qui implique là aussi l'acquisition d'une culture commune de haut niveau, dont il n'y a pas de raison qu'elle soit très différente de la culture commune enseignée dans les lycées d'enseignement général, mais aussi d'aider les futurs salariés à appréhender toute la complexité et les problématiques qui se posent à l'exercice de leur futur métier. Euh, Dans l'enseignement agricole, ça paraît
évident qu'un jeune agriculteur aujourd'hui n'est pas confronté aux mêmes problématiques que c'est les anciens, ou en tout cas qui se posaient en tout cas beaucoup moins de questions, mais face à la montée des sujets environnementaux, à la préservation de l'environnement, de la diversité, de la biodiversité, et puis face aux défis climatiques, il y a besoin aussi de former de futurs agriculteurs, mais c'est vrai aussi dans l'industrie, c'est vrai aussi dans le domaine des commerces, du commerce et des services. Il y a besoin globalement de l'acquisition d'une culture commune qui permette aux futurs salariés d'être des citoyens éclairés, y compris sur leur lieu de travail, et donc d'exercer des droits nouveaux. D'ailleurs, une autre question que nous posons est celle de la formation des futurs citoyens pour mettre en œuvre un droit à la formation tout au long de la vie, puisqu'on sait aujourd'hui, avec les transformations technologiques, informationnelles qui sont à l'œuvre dans la société, qu'il va y avoir besoin de former tout au long de la vie des salariés, et notamment et de manière beaucoup plus importante que cela pouvait être le cas, notamment dans les années 60. Quelle formation des enseignants et des personnels et quelle égalité territoriale dans l'accès au savoir. Voilà, en gros, quelles sont les questions que nous posons, parce que nous pensons que ce sont les défis que l'école publique a relevés aujourd'hui. Tout cela ne peut se faire sans l'implication très forte d'abord de l'ensemble de la société, mais aussi de la communauté éducative qui a besoin d'ouvrir une perspective de transformation de l'école, des perspectives de lutte nouvelles pour sortir effectivement des postures peut-être défensives qu'a imposé la baisse de la dépense publique depuis une vingtaine d'années et la mise en œuvre de politiques libérales, mais aussi les attaques très fortes auxquelles est soumise l'école publique euh, depuis le ministre Blanquer, mais qui s'accélère encore avec Gabriel Attal depuis plus d'un an, puisqu'après les annonces qu'il a faites hier, on sait qu'il y en aura encore d'autres la semaine prochaine et qu'en fait, c'est au lieu d'un choc des savoirs, hein, nous sommes face à un grand bond en arrière, en réalité, euh, qui construira une école à minima, une école gratuite et républicaine à minima pour toutes et tous, et une école de la ségrégation et du tri social. C'est ce qui est à l'heure avec le collège qui va devenir le carrefour ou une gare de tri social qui fermera la porte de l'enseignement secondaire et du lycée à une partie des élèves. Hein, quand on dit que le brevet sera couperait et il faudra obtenir le brevet pour accéder au lycée. Alors certes, seulement 12% des élèves n'ont pas le brevet, mais c'est 12% des élèves qui le passent. On sait aussi que dans les établissements, un certain nombre d'élèves ne passent pas le brevet pour un certain nombre de raisons, notamment les élèves en situation de handicap, mais pas seulement. Et donc, c'est entre 20 et 30% des élèves qui suivront la formation initiale jusqu'au collège, qui à 15 ans sortiront progressivement du système éducatif ou en tout cas n'auront plus accès à l'enseignement d'une culture et à l'accès au savoir qu'auront ceux qui réussissent le mieux. Voilà. Il me semble qu'il y a besoin de développer une vision de progrès, mais aussi une vision de classe de ce que doit être une école transformée dans une société transformée. Voilà, je ne sais pas si j'ai à peu près tenu le temps qui m'était accordé. On a plus que tenu le temps qui était accordé par rapport à d'autres interventions, mais je ne porte pas un jugement sur le temps pris par les autres interventions. Non, mais ça veut dire qu'on va avoir aussi un petit peu plus de temps pour échanger justement à partir des questions que tu nous as proposées. Première réaction, Florent. Euh, Effectivement, je pense qu'on ne peut pas. Alors, je vais couper, j'ai un double micro, ça va être gênant. Hop, je coupe mon deuxième micro. Que ça ne fasse pas d'écho. Ah, est-ce que c'est bon là? C'est mieux? Donc voilà. Oui, donc une première remarque, effectivement, on ne peut pas avoir ce type d'échange déconnecté du contexte, hein, puisque là, très récemment, effectivement, il y a des mesures qui sont faites par Attal. Et ça suppose un petit peu, parce que c'est un petit peu ce que fait M. Attal, de dire ah, mais tout est la faute du dernier gouvernement.
un peu de gauche que nous avons eu hein, avec Hollande, ou en tous les cas comparativement à celui qu'on a aujourd'hui. Et du coup, effectivement, la question du temps sur lequel voilà, tu es intervenu, Sébastien, plutôt sur la dernière partie de ton intervention, me paraît essentielle, et notamment sur la question du temps scolaire. Il faut quand même se souvenir que le gouvernement Belkacem avait vraiment pesé pour remettre l'école primaire sur 5 jours et non sur 4. Et là, typiquement, effectivement, ce temps-là, bah, quand on cumule sur 5 ans d'école primaire à raison voilà, d'une trentaine, 36 semaines de cours, voilà, sur 5 ans, ça faisait quand même, quand on sait que c'est sur une demi-journée du matin que les enfants sont plus efficaces, il faut voir l'impact énorme que ça avait. Et la difficulté, là, bah, faut aussi dire les choses, hein, c'est-à-dire que balayons de votre porte, moi en tant que prof, moi le premier, alors qu'on n'est pas particulièrement très très bien payé, hein, on le sait. Je suis pas le premier à dire chouette, j'ai envie de travailler le mercredi matin quand je suis enseignant, même si je sais que ça peut être l'intérêt des enfants et que là, il y a vraiment eu l'occasion manquée, hein, on va dire les choses. Ça aurait été de corréler, alors que le métier enseignant a été très dévalorisé, notamment financièrement, pendant toutes ces années, de dire oui, on vous demande ce gros effort de venir travailler enseignant du primaire le mercredi matin, mais vous allez vraiment avoir une carotte qui sera à la mesure de ça, parce que c'est 30 fois 5, 150 demi-journées efficaces de cours sur une scolarité du primaire. Voilà un vrai moyen de mettre effectivement le lien. Puisque la baisse du temps d'heures de cours fait, je suis bien d'accord, effectivement, est une difficulté. Moi, je suis enseignant de lycée. En lycée, la question se pose un peu autrement. C'est-à-dire qu'en lycée, d'abord, les élèves ont un emploi du temps qui est souvent extrêmement biscornu, etc. Et il faut se dire que certains élèves, avant la réforme du bac, pour le coup, faisaient un nombre d'heures qui était parfois vraiment celui des adultes, hein, parce que quand ils font 30-31 heures de cours, plus une petite dizaine d'heures à la maison, c'était vraiment lourd. Alors que du côté du primaire, effectivement, il y avait un vrai temps à récupérer. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Voilà. Après ça, tout ce qui a été dit sur l'histoire du redoublement et des groupes de niveau, alors là, je souscris complètement, hein. On voit bien là la logique libérale qui se retrouve un petit peu partout. Ce que peut souhaiter un tel gouvernement, c'est une minorité de gens très très formés, très polyvalents, les décideurs. En gros, ceux qu'ils vont mettre sous le terme d'élite, hein, ce mot-là lui-même mérite d'être beaucoup discuté. Et puis finalement de gens qui alors là, c'est très, très. Voilà, on va dire que je fais de la politique politicienne, mais a-t-on besoin de gens aussi éduqués? Quand on est dans une société libérale, c'est presque embêtant. C'est des gens qui sont capables de se mobiliser, de réfléchir à leurs conditions, d'avoir la hauteur sur ce qu'ils vivent. Parfois, ce n'est pas forcément ce que souhaite le gouvernement. Je dis ça, mais voilà. Donc évidemment, je me doute que des gens de droite diraient, mais pas du tout, c'est pas ce qu'on veut. Voilà. Alors après ça, il faut regarder plus précisément ce que propose effectivement notre ministre de l'Éducation nationale actuelle. Donc effectivement, la mixité sociale, ça n'est pas son dada, hein, il s'en fiche un petit peu. Il y a une remarque, et là je pense que c'est là-dessus, Sébastien, que moi je vais me demander un petit peu voilà, je pourrais être convaincu, on va dire ça comme ça, dans les différentes propositions faites par Attal. En fait, il n'y en a qu'une seule où je m'interroge un petit peu. Quand on voit la baisse constante du niveau, la massification scolaire que j'ai moi-même appelée de mes voeux, hein, voilà, avec cette idée que 80% d'une classe d'âge au bac, moi je préférais des gens, je me disais, même si le niveau du bac baisse un peu, la société est largement gagnante dans la mesure où le niveau global de la société monte. Donc, à partir de là, ça, c'est le pari gagnant. Mais après ça, il y a le réel qui nous rattrape. Et pour moi, ce que je vois du réel, c'est que quand ce n'est pas l'école qui fait la sélection, comme la sélection se fait autrement dans la société, je préfère finalement une école qui, le mieux possible, accompagne et opère une forme de sélection qu'une sélection qui se fait autrement. Et je pense que c'est l'épreuve du réel, hein. Elle se fait comment, cette sélection? Ben, moi, je suis prof, hein, donc mes enfants,
je vois bien qu'au moindre difficulté perçue, je vais pouvoir corriger le tir, etc. Et je vais compléter ce que l'école ne fait pas. Or, donc effectivement, il faudrait investir massivement sur les plus défavorisés du système, ça, on va se rejoindre complètement, mais reposer la question du fait de dire, bah, si vous n'avez pas le brevet des collèges, vous ne pourrez pas accéder au lycée. Je me pose la question de dire, ben, de fait, est-ce qu'on ne met pas en souffrance des jeunes en les mettant au lycée? Et la même chose, et je dis, hein, parce que je suis le premier à balayer devant ma porte, à avoir évolué sur cette question-là, je suis un peu au milieu du gué, hein, mais quand on a commencé à dire à des jeunes issus de n'importe quel lycée que ben ils ne pourraient pas forcément aller à l'université, hein, c'était la réforme de Parcoursup, j'étais très hostile. Et je me dis en même temps, même s'il y avait quelques pourcents de jeunes pour qui ben, c'est un choix violent parce qu'ils y auraient réussi, c'était une telle casse, ça continue de l'être, hein. Je préfère, autrement dit, faire court et je te redonne la parole, une sélection toujours désagréable, mais qu'au moins nous opérons entre gens qui vont quand même de la hauteur dont c'est le métier, qu'une sélection qui va se faire autrement par la porte, par la fenêtre, je veux dire, par des mécanismes qui sont beaucoup plus de l'ordre tout simplement de l'argent, en fait, hein. Voilà. Parce que ça va se faire par je vois bien que l'école ne suffit plus à sélectionner, donc moi je vais montrer que j'ai un CV en plus en envoyant mon fils à l'étranger ou mon enfant faire telle remédiation, et que puisque c'est pas l'école qui le fait, ça se fait de toute façon et ça se fait de manière pire. Voilà, donc je veux bien ta réaction là-dessus. Ouais, je vais peut-être répondre directement aux trois questions. En tout cas, merci parce que ça me permet de préciser un certain nombre de choses. D'abord, sur l'allongement du temps scolaire. Quand Fabien Roussel a avancé cette proposition dans la campagne présidentielle, elle a eu beaucoup de succès chez les parents d'élèves et un succès plus mitigé chez les profs. Pour les raisons que tu dis, hein. Euh, Expliquer à des enseignants du premier degré qui vont devoir travailler une demi-journée de plus, c'est pas simple. Sauf que cette proposition, elle s'accompagnait d'une transformation aussi de l'organisation de l'école primaire avec l'instauration de ce qu'on appelle le plus de maîtres que de classes, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même groupe scolaire, des enseignants qui, l'instit n'a plus seul la gestion de sa classe, mais elle est partagée avec un collègue. C'est d'ailleurs déjà le cas pour les directeurs d'école qui partagent leur temps de classe avec un collègue qui les remplace quand ils font leur fonction d'enseignant. Donc, cette mesure d'allongement du temps scolaire se faisait sans allongement du temps de service des enseignants. Mais c'est précisément un des sujets qu'on doit creuser avec les enseignants. Évidemment, dans le secondaire, cette proposition a été mieux accueillie parce que l'organisation du collège et du lycée fait qu'un enseignant d'une discipline, il est toujours à 18 heures s'il est certifié, avec une ou deux heures sup obligatoires, etc. Mais l'allongement du temps de classe des élèves ne se traduit pas automatiquement par un allongement du temps de service pour lui. Ça peut même aboutir à une amélioration des conditions de travail parce que, par exemple, euh, plus une matière est enseignée dans un niveau, moins l'enseignant a de classe. C'est-à-dire que si on enseigne la musique 1 heure par semaine en lycée, ça fait qu'un prof de musique a 18 classes. Si on passe à 2 heures d'enseignement musical euh, au collège ou au lycée, ben, le prof de musique n'en a plus que 9, ce qui est beaucoup plus confortable, y compris dans le rapport qu'il peut avoir avec les élèves, et c'est vrai aussi dans toutes les matières. Mais nous, il nous semble qu'on ne peut pas expliquer les difficultés du système scolaire actuel sans parler de cette baisse qui a eu lieu depuis une quinzaine d'années du volume horaire des enseignements. Euh, voilà. Sur la deuxième question et les annonces d'Attal. D'abord, je veux dire qu'on a certes massifié le lycée, on a massifié l'université, mais on n'a pas profondément transformé ni le lycée ni l'université de manière à ce qu'elles puissent accueillir les élèves issus de catégories
qui n'y accédaient pas jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que la fac, le lycée continue d'être fait euh, pour les élèves qui réussissent le mieux au lycée et à l'université. C'est tout le débat qu'on voit sur des profs de lycée qui disent, mais les profs de collège disent la même chose des élèves de primaire, ils savent plus lire, ils savent plus écrire, ils font des fautes d'orthographe tout le temps, etc. Mais on ne mesure pas qu'en massifiant euh, l'enseignement secondaire puis l'université, on a fait arriver dans l'enseignement secondaire à l'université des jeunes issus de catégories populaires qui n'ont pas acquis l'ensemble des acquisitions que peut acquérir un élève qui est comme un poisson dans l'eau dans le système scolaire, et que donc il y a peut-être besoin aussi, enfin sûrement même, de transformer les pratiques et les méthodes. Et ça ne peut passer que par une baisse du nombre d'élèves par classe. C'est-à-dire que mon fils était au lycée jusqu'à l'année dernière. Quand on est entre 35 et 40 par classe dans une classe de seconde et qu'on a des difficultés, on est complètement perdu et livré à semaine parce que l'enseignant est en permanence soumis à des injonctions contradictoires, en fait, entre permettre la progression et la réussite de tous, avec des niveaux et une grande hétérogénéité à l'intérieur de la classe, ou se concentrer soit sur les élèves qui réussissent le mieux pour les pousser vers le haut, ou se concentrer sur les élèves qui réussissent le moins pour leur donner. Mais quand on a entre 30 et 40 élèves dans une classe, on ne peut pas tout faire. Donc il y avait besoin, en même temps qu'on massifiait le lycée et l'enseignement supérieur, de revoir un peu l'organisation et aussi les méthodes pédagogiques qui étaient enseignées. Ça n'a pas été fait. Et je pense que c'est à remettre un travail à remettre sur le métier. Les annonces d'Attal, mais tu le dis, sont d'abord, elles veulent frapper du sceau du bon sens. Toujours se méfier du bon sens, quand même, surtout quand on est progressiste, révolutionnaire. Mais quand il dit que le brevet des collèges doit servir à quelque chose, parce qu'un examen véritable doit servir à quelque chose, on ne peut pas aller contre cette idée. Est-ce qu'un examen doit servir de couperet pour l'accession au niveau supérieur? C'est le cas du bac, ce n'est pas celui du brevet, donc il faut qu'on ait un débat sur ça. Mais on ne peut pas avoir ce débat sans avoir aussi le débat sur les besoins de la société en matière d'élévation du niveau de connaissance. C'est-à-dire que quel est l'intérêt pour une société de pousser dehors des élèves qui réussissent, les élèves qui réussissent le moins au collège, pour les jeter sur le marché du travail à l'apprentissage d'un métier dont cet apprentissage ne va se résumer qu'à la répétition de gestes techniques. Alors qu'il y a des besoins immenses de réflexion, de changement des pratiques, des gestes professionnels, de transformation profonde des modes de production, etc., etc. Donc, mais une partie des mesures qu'a avancées Attal hier soulève la colère, l'indignation de militants syndicaux, de militants pédagogiques. Moi, je pense aussi que ça répond d'une certaine manière, en tout cas c'est une tentative de réponse et de dévoiement, mais de réponse euh, aux besoins de reconnaissance des enseignants. Euh, le fait de redonner au brevet, enfin de donner, parce qu'en fait le brevet n'a jamais été un examen couperet. Mais le fait de redonner le dernier mot, entre guillemets, aux enseignants, y compris sur le redoublement et sur la note, puisqu'il y a aussi la pondération académique qui disparaît, c'est-à-dire qu'une note que donne un enseignant à un élève sera cette note-là et pas une autre. Ça veut redonner une autorité aux enseignants. En fait, ça leur redonne du pouvoir, mais ça ne leur donne pas forcément de l'autorité parce qu'il me semble qu'on est dans une société où euh, le métier d'enseignant et le rôle des enseignants est extrêmement critiqué et a été extrêmement décrié, et notamment en direction des parents d'élèves. Donc ce sont des mesures démagogiques. Et sur la plupart des mesures qui sont énoncées, non seulement elles sont démagogiques, mais au mieux elles ne servent à rien, et au pire elles auront un effet délétère sur la scolarité des élèves qui subiront le redoublement, le passage en groupe de niveau, ou
y compris le stage scolaire pendant les vacances. Enfin, il n'y a aucune dimension euh, des contradictions de la société dans les annonces d'Attal. Que va penser un jeune qui non seulement ne peut pas partir en vacances parce que sa famille n'a pas d'argent pour partir en vacances, mais qui en plus va entre guillemets avoir une double peine en étant obligé de revenir à l'école quand ses copains de classe, comme tu le disais, parce qu'ils ont des ressources autres, notamment dans le cercle familial, euh, partiront en vacances, découvriront le monde, les espaces, etc., etc. Voilà. Et puis troisième point sur, mais je l'ai dit, sur les transformations profondes à opérer, on ne peut pas. La massification de l'enseignement secondaire et de la fac s'est faite avec l'idée de maintenir une sélection et un tri social à l'intérieur de cette massification. Euh, Dans les années 80, des élèves issus de catégories populaires qui accédaient à l'enseignement supérieur euh, réussissaient malgré tout moins bien que les élèves de catégories plus favorisées ou plus élevées parce qu'ils n'avaient pas les codes de l'enseignement supérieur, ils n'avaient pas les codes de l'accès à la connaissance, d'aller à l'école pour soi. On entend encore aujourd'hui il faut bien travailler à l'école pour avoir un bon métier. Bon, ben, quand les Oui. portes se ferment petit à petit, cet argument tombe à l'eau. Mais c'est pas ça le sens de l'école. Donc, on a aussi besoin de redonner, d'inscrire un projet pour l'école dans un projet de société et de former des citoyens avec un enjeu démocratique très fort. C'est-à-dire que tout le Alors, monde va voter, tout le monde va être confronté à des choix dans sa vie et il faut pouvoir les faire en étant un citoyen éclairé et être en position d'acteur plutôt qu'en position de quelqu'un qui subit, y compris avec la montée, la remontée de l'obscurantisme, de la contestation de faits scientifiques, etc., etc. je te rejoins tout à fait là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, plus on est loin des codes de l'école, moins on vient d'un milieu favorisé et plus on a besoin de temps. Ça, c'est le premier facteur, puisqu'effectivement, moi, en tant qu'enseignant du secondaire, enfin du pré-bac, de manière générale, je n'ai pas vocation à former à un métier. Alors, il y a des matières techniques, on peut quand même, avant le bac, former sur un métier, mais il se trouve que je suis prof de français et de culture générale et que je suis bien d'accord que le but, c'est que repousser le temps d'arriver sur le marché du travail, c'est donner le maximum de chances aux jeunes les plus éloignés de la chose scolaire de s'ouvrir sur le monde, d'acquérir des choses. Voilà. D'où d'ailleurs mon hostilité, mais on se reviendra aussi là-dessus, à la réforme du bac professionnel, hein, voilà, où on augmente énormément encore la part justement du professionnel et qu'on squeeze les matières d'éveil qui ne sont pas directement efficaces pour pouvoir effectivement serrer les boulons, mais parce qu'avec cette idée, c'est qu'on peut aussi réfléchir à ce qu'on fait. Or, dans un monde sur le développement durable, etc., réfléchir à quoi vont servir les boulons que j'ai serrés, c'est quand même pas mal à un moment donné, hein, se poser ces questions-là, d'avoir une vision de à quoi ça sert, ce que je fais, quel est le but derrière. Je pense que cela dit, penser, et là, mais c'est ce que tu as dit aussi d'une autre manière, hein, c'est-à-dire que penser la rénovation de l'école, c'est aussi penser un projet de société et notamment le fait de l'école tout au long de la vie. C'est une expression aussi, c'est une idée de gauche, hein, on va pas se mentir, mais cette idée qu'effectivement on puisse avoir des chemins sinueux, reprendre ses études plus tard. Pour l'instant, faut être clair, ça coûte encore assez cher quand même, hein, c'est-à-dire qu'on a le droit d'accéder à l'université avec une inscription qui est relativement abordable. Alors avec le gouvernement libéral qu'on a, il y avait déjà eu un vrai coup de canif dans ce pacte républicain à l'égard notamment des pays étrangers, hein, où les étudiants qui viendraient en France, je pense que d'ailleurs d'un point de vue politique, sociétal, à long terme, là aussi, quelle erreur, mais enfin bon, des élèves qui viennent de l'étranger doivent payer maintenant beaucoup plus cher leurs inscriptions. Mais quelqu'un qui est en reprise d'études, il a aussi à payer beaucoup plus cher que quand on est dans le flow et que on a commencé un cursus. Or, effectivement, le droit à l'erreur, le droit, qui n'est pas une erreur d'ailleurs, hein, le droit au chemin sinueux, quand on est jeune, c'est vraiment essentiel.
de pouvoir donner ce temps. Mais repenser le temps de l'école, c'est d'abord pouvoir penser effectivement comment, et là je te rejoins, ce que tu as dit sur le lycée, qu'il n'est pas conçu, pensé historiquement, et puis c'était effectivement quelque chose de difficile à faire bouger, pour les élèves éloignés de la chose scolaire. Et c'est tout le paradoxe de la réforme de Blanquer. Il y avait des bonnes idées, casser les filières, la logique des filières, la suprématie des maths était une nécessité. Après ça, il y a besoin de sciences, on le sait aussi, hein, la société a besoin de scientifiques, et donc ils reviennent en arrière là-dessus. Voilà, donc ça fait partie des choses où je me dis pourquoi pas remettre en première une épreuve de sciences. Ça fait, mais on est bien d'accord, c'est le petit truc hein, dans les propositions d'Attal où on se dit bah oui, on ne va pas tout jeter. Pourquoi pas remettre des sciences pour tous dans un cursus. C'est plutôt quelque chose de positif. Ça ne remet pas en cause, évidemment, les 80% des propositions qui sont des propositions qui, à un moment donné, à quel moment elles disent, mais on va aussi investir. Parce que c'est ça, à un moment donné, on n'a pas le choix. On a bien le fruit aujourd'hui, de toute façon, ça a été ton introduction, d'une baisse de l'investissement global dans la scolarité. Et c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'il faut dire, avec tout ce qu'il y a à dire d'hostilité, du constat, de la déception, on va dire, du gouvernement de Hollande, il y avait quand même un projet de réembaucher des enseignants qui était un premier pas. Ça ne devait être qu'un premier pas, on va dire les choses telles qu'elles sont, la création des postes, alors que là, on est en baisse de moyens constants et qu'à un moment donné, on ne s'en sortira pas. Pour faire de la remédiation et pour aller chercher les jeunes qui sont le plus loin de la chose scolaire, il faut réussir à l'intérieur du système scolaire tel qu'il existe, réussir à faire à l'intérieur des modules qui permettent de laisser plus de temps aux jeunes qui ont besoin de plus de temps. Et c'est là où ça doit être fait de manière intelligente, effectivement. Alors moi, c'est pareil, j'attends de voir hein, cette histoire de reprise de stage, par exemple, pendant l'été, avec des enseignants volontaires et très bien fait, un accompagnement pour ceux qui se sentent un peu fragiles. C'est pas si certain que ça ne Ouais, marche mais pas, Tu, surtout tu pour des gamins qui... raccourcis, Florent, parce qu'on a des contraintes un petit peu de temps. Ouais, ok. J'ai une Donc en dernière fait, question qui va être voilà, ben, posée. donc sur cette question de remettre des stages ou d'accompagnement, de remise sur rail, revient, on est encore sur la question du temps. Sébastien, qu'est-ce que tu penses de cette notion de dire, bah oui, donnons du temps, peut-être tentons quelque chose sur l'été avec des enseignants volontaires et des jeunes volontaires voilà, qui seraient prêts à donner un peu de temps pour poursuivre leurs études. Alors, merci Florent. Je vais donner la parole à Michel qui souhaitait faire soit peut-être une remarque. Tu viens là. Ensuite, je salue Léna qui est arrivée et puis Renaud Coulangeon qui est arrivé aussi. Et ensuite, Bonjour. Bonjour. vas-y Michel. Oui, bonjour. Alors, comme je suis un petit peu sourd, j'ai pas tout compris, mais j'ai relevé des questions qui m'interpellent au niveau de mon vécu, comme on disait à une époque, parce que j'ai 40 ans d'expérience d'enseignant, je suis à la retraite, mais ça ne m'empêche pas de me poser toujours des questions à ce sujet. Les questions là, que j'ai retenues, c'est quel est le rôle des enseignants dans la société, quel savoir enseigner, de quoi avons-nous besoin, la complexité du métier d'enseignant, etc. Ça, c'est vraiment des questions que je me pose. Et j'aborde le problème sous un angle, je dirais, anthropologique. Le regard anthropologique, c'est toujours le moyen de faire la différence entre la manière dont des sociétés totalement différentes de la nôtre traitent un problème fondamental et la manière dont nous résolvons ce problème. Euh, la fonction de l'éducation, elle est universelle, elle est anthropologique. C'est permettre à des enfants qui sont immatures, progressivement, d'arriver à l'âge adulte et d'être ensuite autonomes. La question, c'est quelles sont les institutions qui sont mises en œuvre dans chaque société pour répondre à cette obligation. Euh, alors, je vais être caricatural, binaire, mais il y a des sociétés où il n'y a pas d'école. Et pourtant, il y a une transmission de savoir. Je ne sais pas si vous avez vu le film Little Big Man, quand le blanc est capturé par les Cheyennes et qu'il est immergé dans la société cheyenne, étant enfant, il dit, mais pour un enfant, c'est génial, on n'a pas d'école et on apprend tout par le jeu.
Et nous, on apprend quoi à nos enfants? C'est par l'institution scolaire. La fonction de l'éducation, c'est une fonction d'intégration dans la société. Maintenant, posons le problème dans la nôtre de société. Il y a la manière idéale de concevoir l'éducation et puis ce qu'elle est objectivement. Dans l'idéal, par exemple, ce que suggère Rousseau dans Les Mille, c'est très bien pour moi, apprendre à chaque enfant un travail manuel, un métier. Sauf Sophie. Sauf les siennes, d'enfants, oui, oui. Non, 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 sauf Sophie. La fille, sauf les filles. Oui, c'est vrai qu'il est misogyne, mais d'accord. Bon. Bon, mais les deux autres références que je citerai, c'est Emmanuel Kant et Karl Jasper, qui, je pense, il doit y avoir une filiation entre les deux, parce qu'ils ont la même approche. Ils sont conscients que la fonction de l'enseignement, de l'éducation, c'est de permettre à un enfant de s'intégrer dans une société. Mais ils posent la question, est-ce que cette société, c'est la meilleure qu'on puisse concevoir? Et Emmanuel Kant, il dit, il ne faut pas simplement leur donner une éducation pour qu'ils puissent trouver leur place dans la société, il faut leur donner aussi une éducation dans la perspective d'une société qui serait meilleure que celle dans laquelle ils sont appelés à vivre. Mais il dit, et ça c'est intéressant, il dit, mais en fait, comment ça fonctionne? Les princes qui définissent à la limite les programmes d'enseignement, mais aussi même les parents des élèves, ils n'ont pas envie qu'on leur apprenne autre chose que ce qui va permettre à leurs enfants de s'intégrer dans la société. Lui, ce qu'il veut, Emmanuel Kant, c'est qu'on leur donne un sens critique. Et Karl Jasper, il écrit un livre de l'université en 1945. Jasper, qui écrit sur l'université en 1945, c'est pas anodin. Quand on sait quel était le rôle des universitaires entre 1933 et 1945 en Allemagne, il dit exactement la même chose. Il dit qu'il faut former les enfants pour qu'ils s'intègrent dans la société, mais il faut aussi former les esprits. On forme les esprits en leur enseignant l'esprit critique. Et c'est là que je me pose des questions. Dans le cadre de cette institution universitaire, j'ai enseigné Marx en disant tout le mal que je pensais de lui. Et après, qu'est-ce que je faisais? Je posais un examen et je sanctionnais. Et évidemment, ça me mettait mal à l'aise. Et par autodérision, qu'est-ce que je faisais? Je citais une fois un propos de Marx qui parle de l'examen et qui dit « c'est un rite maçonnique qui transforme un savoir profane en savoir sacré et qui présuppose que l'examinateur sait tout ». J'ai cité ça une fois devant des étudiants, je leur dis « vous avez compris ?» Il y en a un qui a très bien compris, qui me dit « ouais, vous allez nous filer 20 à tous ». Et c'est ça le problème, c'est que on veut leur instiller un esprit critique, mais il y a cette fonction idéologique, comme dirait Althusser, qui est la sanction, le pouvoir. Moi, je suis d'accord aussi avec un programme qui permettrait à tous de progresser, mais sans cet objectif, sans la sanction de l'examen, avec ce que ça implique, on réussit ou on échoue. Et puis, il y a un autre élément dont il faut tenir compte au sujet de notre dispositif éducatif. Je renvoie à un texte de Paul Valéry, Bilan de l'intelligence. Il a dû écrire ça dans les années 20 ou 30, mais c'est toujours aussi pertinent. Il dit on enseigne, enfin, on transmet du savoir aux enfants en leur mettant la pression, en leur disant il faudra que tu réussisses au diplôme. À l'époque, lui, il se posait, c'était le certificat d'études primaires. Et puis, bon, maintenant, c'est plus simplement le bac, c'est pas passe ton bac d'abord, maintenant, il faut que tu réussisses à l'université. Mais ce qu'il expliquait, c'est que à force de focaliser les enfants sur cet objectif, il faut réussir l'examen, eh ben, ils bachotent. Et ils ne forment pas un esprit. Ils forment des esprits à réussir un examen et après, on se hâte vite d'oublier tout ce qu'on est supposé avoir appris. Voilà, il y a une fonction idéologique pour faire toujours une référence anthropologique. Je vous renvoie au texte de Lévi-Strauss dans Triste Tropique, son épisode chez les Nambiquara, où il prend conscience, en fait, quelle est la fonction idéologique de l'écriture.
Bon, c'est tout. J'aurais jamais dû te donner la parole, Michel. Non. Mais Je- je rigole, je rigole. Bon, très bien. Je propose donc à Sébastien, non pas de commenter ou de répondre à Michel, Non. mais de nous donner quelques éléments de réflexion pour terminer son intervention, qui de toute façon devra se prolonger puisqu'il met en débat un certain nombre de questionnements. Non, je vais répondre à Florent et Michel en 3 minutes, et puis ça servira de conclusion, parce que pour répondre à Florent sur la question des stages d'été, si l'enseignement en petits effectifs est réussi, si l'allongement du temps scolaire pour les élèves en difficulté est une réponse, pourquoi le faire pendant les vacances et pourquoi ne pas le faire tout au long de l'année? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a besoin de réduire le nombre d'élèves par classe et il y a besoin d'allonger le temps scolaire. Et on n'a pas besoin de soumettre des élèves en difficulté à un sentiment de punition ou de relégation en les obligeant à revenir dans les établissements scolaires avant la rentrée euh, pour qu'ils puissent acquérir le niveau nécessaire pour suivre les apprentissages. Cela étant, les enfants de catégorie plus élevée, les enfants de la bourgeoisie, euh, font la rentrée scolaire bien avant les autres, par d'autres biais. Euh, on a tous connu les cahiers de vacances. Enfin, moi, je suis fils de prof, hein, donc cahiers de vacances, se remettre à écrire et à lire 15 jours avant la rentrée, j'ai connu ça. Donc, il y a besoin aussi d'interroger aussi ça. Voilà, sur les stages. Sur les questions, je ne vais pas répondre à toutes les questions que posait Michel, mais l'enjeu de société n'est pas simplement la transmission de savoir, mais la production et le développement des savoirs. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de transmettre, sinon effectivement, des parents le font très bien. Je te transmets ce que je sais, et puis tu vas te débrouiller avec ce que je sais, et tu vas découvrir des choses par toi-même. Et il n'y a effectivement pas besoin d'école. Mais on a besoin de former des citoyens en capacité de produire du savoir et de développer de la connaissance. Y compris du point de vue du capitalisme, l'école telle qu'elle est faite aujourd'hui dans toutes les sociétés permet le progrès de société, même d'un point de vue capitaliste. Et donc, on a besoin d'une école qui ait pour ambition de former la jeunesse au changement de société, au progrès de société et à l'élévation du niveau de vie, du niveau de connaissance, du progrès scientifique et démocratique. C'est de ça dont il faut parler, à mon avis. On ne peut pas parler de projet pour l'école sans parler du projet de la société dans laquelle on veut vivre. Et puis, dernière chose sur le diplôme. Soit le diplôme est un passage ou un bon délivré pour aller accéder à l'enseignement supérieur, soit le diplôme, et moi je pense qu'on doit plutôt réfléchir à ça, à une fonction qualifiante qui sanctionne des savoirs. Et c'est aussi le cas de l'évaluation. On n'évalue pas des élèves pour mesurer ce qu'ils n'ont pas compris. On évalue des élèves pour mesurer ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont déjà acquis et ce qu'on peut faire à partir de ce qu'ils ont acquis dans les enseignements. Et je crois qu'il y a besoin de remettre tout ça, mais ça n'est pas, et je termine là-dessus, en réduisant à peau de chagrin la formation des enseignants qu'on relèvera ces défis de l'élévation du niveau de connaissance et, euh, et l'enjeu démocratique du partage des savoirs, c'est-à-dire de la lutte contre les inégalités sociales de réussite scolaire. On ne peut plus se contenter de se dire que finalement, les enfants de milieu populaire, ben, ceux qui sont très forts réussissent et ça montre bien que ça marche. Mais pour tous ceux qui réussissent moins bien, on n'a pas de solution aujourd'hui. Il n'existe pas de proposition et il en existe encore moins dans les propos et les propositions de Gabriel Attal hier, si ce n'est la sortie du système scolaire de manière prématurée. Voilà. Donc on a besoin de confronter pour l'école contre projet pour l'école, mais ça veut dire aussi confronter projet de société contre projet de société. Ben, écoute, merci Sébastien. Donc, Merci à vous. je vais terminer, clore l'enregistrement. On va se donner juste une minute ou deux de respiration.